À l'occasion de l'exposition Jeunes artistes en Europe, les Métamorphoses, présentée du 4 avril au 16 juin 2019 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, Le Bruit de l'art vous propose une série de podcasts inédits en 5 épisodes. Se métamorphoser, c'est devenir un insecte, ou même ta sœur veut te tuer avec une petite pomme. Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le Bolloc-Salama, et pour ce 4e épisode hors série, nous recevons le réalisateur américano-portugais Gabriel Abrantes, dont le court-métrage Une brève histoire de Princesse X est à découvrir en ce moment à la Fondation Cartier. Gabriel Abrantes a étudié à la Cooper Union à New York, aux Beaux-Arts de Paris et au Frénois à Tourcoing. Son travail, d'abord plus proche de la vidéo d'artiste, s'est rapproché ces dernières années du cinéma de fiction grand public. Il a ainsi été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, où il a obtenu le Grand Prix. Il a également été exposé à la Tate Britain à Londres et au Palais de Tokyo à Paris. Dans son cinéma, l'humour décalé et absurde sont souvent utilisés pour revisiter les mythes d'une culture mi-pop, mi-historique et faire écho à d'importants questionnements contemporains. Dans cet épisode, il revient sur son parcours, son passage de son activité de peintre à celle de cinéaste, explique ce qui le pousse encore à faire des allers-retours entre la peinture et la vidéo, et enfin nous raconte la genèse de son court-métrage Une brève histoire de Princesse X. Bonjour. Bonjour Gabriel. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Je dirais que je suis artiste et réalisateur luso-américain, que mon travail, la plupart du temps, c'est des films qui beaucoup de fois parlent des histoires un peu dingues, un peu loufoques, peut-être même délirants, mais aussi qui parlent des sujets assez contemporains, comme par exemple mon dernier film, ça parle d'un footballeur qui a fait une adoption d'un jeune réfugié. Diamantino. Ouais, Diamantino. Tu dirais quoi de tes films à quelqu'un qui ne les a jamais vus ? Ça change beaucoup. J'ai fait plein de courts-métrages qui sont des courts-métrages vraiment très expérimentaux, qui sont plutôt montrés soit en musée, soit en festival. Et là, je viens de faire mon premier long-métrage qui essaie d'avoir une ampleur, une ouverture à un public vachement plus large et plus accessible. Et ça, je dis que c'est une comédie. Au Portugal, on essaie de le vendre comme la comédie la plus drôle portugaise de tous les temps. Je sais pas si... Comment est-ce que tu as pensé ce film pour qu'il soit plus grand public par rapport à tes courts-métrages ? Est-ce que c'est par rapport au format que tu dis ça ? Oui. Daniel Schmidt, c'est le co-réalisateur du film. Beaucoup de fois, je travaille en co-réalisation, mais avec des différentes personnes. Et nous, on a commencé le projet vraiment en pensant à des comédies romantiques, un format vraiment populaire. Et même la structure, le film, c'est un film que joigne 7000 idées dans 90 minutes. Et alors, on a aussi pris des références des contes faits ou des structures narratives assez simples, rudimentaires, même contes faits, genre les sœurs de Cinderella qui sont hyper méchantes. Et le film, il parle de ce footballeur hyper riche et il y a 2 sœurs qui sont très méchantes. Et c'est vraiment essayer de réduire quelques des éléments narratifs au le plus simple pour qu'on puisse mettre toute la folie partout dans les petits trous à côté. Et tu as eu des retours positifs dans ce sens-là, ou des gens qui connaissent pas forcément le cinéma d'auteur ont pu te dire que... Oui, dès du début, le film a été une expérience hyper longue et hyper compliquée. Je pense que c'est assez souvent au premier long-métrage que c'est assez compliqué. Et on était en montage pour 12 mois, Daniel et moi. Enfin, on perdait un peu l'espoir. Après, on est rentré à Cannes en compétition à la Semaine de la Critique. Et on était déjà surpris. Et après, les premières 2 critiques étaient Variety et Hollywood Reporter, qui sont des revues du marché hollywoodien, qui parlent plutôt de Marvel, des films Marvel, de super-héros, je sais pas quoi. Et nous, on avait des petits trucs qui sortaient quelquefois rares au cahier ou je sais pas quoi. Jamais dans des trucs comme ça. Et alors, on était assez choqués par une réponse positive d'un lieu qui, habituellement, rejette notre genre de cinéma. Et la semaine, elle fait un truc assez drôle, où ils montrent leur film pendant le festival hors Cannes, pour un public assez âgé. Et alors, c'est une salle de 300 personnes, je pense que la plupart plus de 65 ans. Et ils étaient fous, ils étaient dingues pour le film, alors ça, c'était très beau aussi. Et au Portugal, maintenant, on va voir...
Aujourd'hui, tu habites à Lisbonne, mais tu es né en Caroline du Nord, aux États-Unis. Tu as fait tes études aux États-Unis puis en France. Est-ce que les pays dans lesquels tu as grandi et vécu t'ont inspiré dans ta pratique? Oui, ma famille est portugaise. Je suis né à Caroline du Nord, mais j'ai presque jamais vécu là-bas. J'ai parti avec 2 mois, après 2 mois. Et je suis allé au Portugal jusqu'à 4 ans, après Bruxelles jusqu'à 7 ans. Et après, j'ai agrandi la plupart de ma vie, ma jeunesse, aux États-Unis, à Washington DC. Et après, j'ai fait l'école à New York, Cooper Union. C'est une petite école d'art plastique. Et après l'école, j'ai revenu au Portugal pour essayer de faire un film, et j'ai un peu resté. Euh, et je pense, oui, ça a beaucoup influencé ma jeunesse d'arriver aux États-Unis un peu comme un immigrant portugais, européen. Toujours quand tu es immigrant soit en France, soit au Portugal, il y a une condition de rejet par l'autre que se fait évident. Et ça a beaucoup formé ma manière de penser. Mais je pense que mon agrandissement, si on peut, entre guillemets, si on peut dire ça, culturel, aux États-Unis a beaucoup influencé, spécialement ma relation à la culture pop. Je pense qu'au Portugal, il y a, par exemple, beaucoup des cinéastes ou artistes, ils ont eu moins un lien avec ça, parce qu'au Portugal, les arts plastiques, c'est vraiment, comme en France, un lieu sacré en termes de financement, en termes de budget du gouvernement. Aux États-Unis, ça n'existe pas, simplement. Et alors, c'était un jeune artiste, un jeune peintre ou un jeune cinéaste est en train de essayer de compétir au même niveau de attention, de chemin de financement que Beyoncé ou Orange is the New Black ou Stranger Things. C'est vraiment au même niveau. Et je pense que c'est la raison que des artistes comme Andy Warhol et tout le mouvement pop a vraiment... c'était, dans mon opinion, le premier vraiment mouvement d'art plastique américain. Et après, beaucoup de mes films parlent beaucoup du Portugal et aussi des questions de nationalité, d'être un peu déraciné. L'idée que les frontières nationales sont des construits artificiels et que habituellement elles sont comment est-ce qu'on dit, utiles pour manipuler des systèmes de pouvoir et économiques, ou de vraiment formuler un fanaticisme artificiel pour créer une énergie nationaliste. Et moi, j'étais toujours un peu dehors ça. J'ai jamais compris aux États-Unis pourquoi j'étais pas vraiment considéré comme américain. Au Portugal, pareil. Et alors, je pense que ça a beaucoup influencé quand je parle de les questions de nationalité. Mais du coup, tu te sens de quelle nationalité, toi? Pas vraiment d'une ou de l'autre. En termes culturels, vraiment assez international. Après, je sais pas, ouais, c'est clair que ma famille est portugaise, je parle portugais. Beaucoup de mes films se passent au Portugal, on parle de la histoire politique spécifiquement du Portugal. Alors, il y a ça, mais il y a aussi les États-Unis et un peu des autres choses. Je pense qu'on est tous un peu une mélange. Tu as étudié à la Cooper Union à New York, puis à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Et à ce moment-là, tu t'exerçais principalement à la peinture. Ensuite, tu rentres à l'école du Fresnoy à Tourcoing. C'est ce qui te lance dans la réalisation. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et l'élan de te lancer dans l'art vidéo et le cinéma? C'était un peu plus tôt que le Fresnoy. C'est à Cooper Union, l'école où j'étudiais à New York. L'école, c'est hyper intéressant. Je pense que mon travail serait très différent si j'aurais pas étudié là-bas. Que c'est une école que moi, j'étais vraiment un peintre obsédé pendant le lycée, et j'avais beaucoup de talent technique, réaliste pour faire des peintures des figures hyper réalistes, je sais pas quoi. Et un peu ça, ce que la pédagogie de l'école fait quand t'arrives, c'est de casser un peu cette habitude, et il valorise vachement plus un discours artistique, une idée artistique, plutôt que une virtuosité technique. Et alors, il valorise aussi beaucoup l'interdisciplinarité, si c'est comme ça qu'on dit. C'est que, ouais, tu fasses pas que de la peinture, tu fais un peu de tout, et c'est le discours qui compte. Et j'ai commencé à faire des cours de vidéo. Et après la dernière année de l'école, en 2006, j'ai fait des cours d'histoire du cinéma avec Jim Hoberman. Et Hoberman, il montrait
des films d'Hollywood de Spielberg à côté de Andy Warhol ou Kenneth Anger ou Godard ou Pasolini ou Dreyer. Vraiment, toute l'histoire était vraiment mélangée. Et aussi un truc très très beau, que c'était... lui, il était obsédé comme le cinéma, c'était vraiment presque une expression du subconscient collectif, une idée jungienne, je sais pas quoi. Et que c'était pas que seulement la réflexion de l'identité culturelle américaine, mais ça formait, que le cinéma a grandi avec les États-Unis, et ça a un peu fabriqué l'identité américaine en même temps que les États-Unis se développaient un peu comme un super pouvoir international. Et ça m'a beaucoup inspiré, le pouvoir qu'il suggérait du cinéma. L'école est beaucoup liée à la critique institutionnelle. Et alors, toute l'école me faisait beaucoup questionner la peinture, le lieu de la peinture dans la culture plus générale. Si c'était qu'une forme d'élite, que pour vendre très cher, que pour le 1% qui va mettre dans son appart de luxe, etc. Et si moi je voulais participer dans... Et le cinéma avait presque, mais je pense que c'est aussi une fantaisie un peu idéaliste et assez jeune, que ça pourrait être un langage populaire et que ça pourrait avoir un effet formatif sur l'impact, sur l'opinion politique d'un groupe vachement plus large que jusqu'une élite assez réduite. Quand tu dis que ça c'est une opinion jeune, tu l'as toujours cette opinion-là ou tu... Le processus de mon travail, c'est assez lent et je pense que chaque fois qu'on en fait notre travail, on se rend pas même compte. Je pense que j'ai ce discours à longtemps, dès que j'ai 21 ans ou quelque chose comme ça. Mais je faisais que des films pour le monde de l'art, pour faire dans les festivals. C'était toujours un public assez réduit. C'était des films qui parlaient peut-être ou se moquaient de séries américaines ou quelque chose comme ça. Mais ça restait des produits absolument excentriques. Et j'ai pas un talent intuitif, disons, pour un langage plus populaire. Mais bon, je pense que Diamantino, les films comme le film qui est dans l'expo Princess X, sont les premiers films qui commencent à être dans un langage qui est vraiment assez accessible et moins excentrique en termes de... Pas d'histoire, parce que les histoires... Et ça, c'était un peu le but. Comment est-ce que j'arrive à injecter des histoires ou des concepts ou des discours assez perturbants ou disruptifs, si on peut dire. Perturbant, je pense que c'est incorrect. Mais dans des formats qui seraient assez ouverts à un grand public. Princess X, je pense, c'est même plus réussi que Diamantino. Le film qui est dans l'expo, c'est vraiment un film qui beaucoup de gens a un accès direct. C'est un film très facile de rentrer dedans. Et ça m'a pris 10 ans, faire des films aux 12 ans, pour arriver finalement à un langage que je considère qui commence à être un peu ouvert. Mais en même temps, je pense que je commence à perdre l'opinion que je veux faire ça. Alors ça prend 10 ans, une décade pour arriver à peut-être faire quelque chose qui marche pour ton but de 21 ans, mais tes intérêts changent. Et tu sais ce que tu voudrais faire aujourd'hui ? Je sais pas, peut-être j'essaie d'avoir moins un discours de slogan, je veux faire des films populaires qui vont former une politique militante, radicale, révolutionnaire. Aujourd'hui, j'ai moins de ça. Je cherche un peu plus intuitivement et sans être trop formulaire, peut-être, c'est une manière de dire. Mon rêve maintenant, c'est vraiment de faire... c'est même pas comédie, c'est des films de famille, comme Coco ou Ratatouille, je sais pas quoi. Tu as toujours eu une pratique picturale à côté de la réalisation. Est-ce que tu as la sensation que ces deux pratiques se nourrissent entre elles ? Oui, je pense, bien sûr. Mais ça fait 10 ans que je ne fais pas une expo de peinture. Maintenant, en novembre, décembre, c'est une date pour faire une expo que je pense que ça va être plutôt peinture à Lisbonne. Je fais des petites choses au long des dernières 10 ans, mais c'est plutôt des cadeaux, etc. C'est pas une pratique très sérieuse. Est-ce que parfois tu as l'impression que l'idée d'un film te vient parce que tu es en train de peindre ou oui, vice-versa ? des peintres. Et le début de Diamantino, par exemple, ça parle de Michel-Ange et le football comme la nouvelle forme artistique et que Diamantino, le joueur de foot, c'est le nouveau Michel-Ange.
Alors il y a toujours un lien dans beaucoup des films, et après, dans cette expo, A Brief History of Princess X, c'est autour d'une sculpture de Brancusi. J'ai fait un film au début, Olympia 1 et 2, qui parle de Olympia de Manet. Alors l'histoire d'art a toujours une énorme présence dans mes films. Et après, même visuellement, je pense que beaucoup de mes idées sont inspirées dans des peintures. Dans Diamantino, il y a un moment où le joueur joue avec des énormes chiens dans un monde avec des nuages roses. Et les nuages roses, etc., ça vient inspiré d'un peintre, Will Cotton, américain. Alors même des idées visuelles viennent de la peinture contemporaine. Comment est-ce que tes créations cinématographiques naissent? Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire et réaliser A Brief History of Princess X? Je faisais un film autour d'un peintre, Amadeu Sousa Cardoso, que c'est un Portugais qui était à Paris. Il est mort très très jeune, mais alors il était ici quand il était assez jeune. Et c'est un film que j'ai jamais fait, mais pendant que je faisais la recherche, je faisais un peu de recherche autour de Brancusi, parce que c'était son meilleur ami, pendant que les deux étaient ici comme émigrés à Paris, et aussi Modigliani, aussi un autre émigré à Paris à l'époque. Et pendant que je faisais la recherche, j'ai trouvé des photos un peu ridicules sur Insta et Facebook, des gens qui faisaient des selfies avec la sculpture de Brancusi. C'est une sculpture en bronze hyper simple, mais en forme phallique. Et ils prenaient des selfies un peu en faisant une tête ridicule avec la sculpture derrière eux, genre haha, une bite dans le musée. Ça m'a brisé le cœur, un peu cassé le cœur. Aussi, j'ai trouvé drôle, mais c'est les deux sensations en même temps. Et j'ai commencé à faire la recherche autour de cette sculpture. Ça m'a brisé le cœur parce que la ridicularisation par le selfie de l'art, des objets assez étranges, c'est toujours un peu triste. Mais après, c'est aussi drôle. Quand je faisais la recherche, tout un monde a été ouvert autour des histoires parallèles de cette sculpture. L'histoire de Marie Bonaparte, et l'histoire de la transformation de cette sculpture, que c'est un peu l'illustration basique de l'invention de l'art abstract, ou la sculpture abstracte. Et l'histoire de Marie Bonaparte, que c'est l'invention de la chirurgie comme correction pour mettre en valeur la sexualité féminine. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, c'était une histoire qui m'a surpris et éclaté. Et alors tout de suite, je savais que je voulais faire un film. Et c'est drôle, à l'époque, j'ai essayé d'écrire les lignes générale de l'histoire, et c'était pas évident que ça pourrait marcher. Mais après, comme beaucoup de films, il y a un moment de clic et l'histoire s'est organisée assez clairement. Tu n'hésites pas à mélanger plusieurs genres au sein d'un seul film. Est-ce que tu cherches consciemment une destruction des codes et des canons cinématographiques? Je pense avant, oui. Là, mon prochain film, j'essaie de vraiment écrire dans un genre, et même sans jouer avec le genre, vraiment le faire... C'est l'expérimentation dans la normalité. Mais pourquoi avant tu essayais consciemment de détruire les codes cinématographiques? Oui, ça me venait un peu intuitivement. C'était toujours dans ce discours justement anti-institutionnel ou de déconstruction du discours de l'institution? Et aussi, c'est l'économie où j'étais dedans, que c'est pas une économie hollywoodienne, c'est impossible de faire un film Marvel de super-héros si t'as pas 150 millions d'euros. Alors, tu vas faire une version parodique série B qui se moque de ça. Parce que c'est aussi les limites de l'économie. Justement, l'hybridation et l'envie de casser les codes établis, c'est des thèmes qui reviennent dans les travaux des artistes qui sont présentés dans l'exposition Jeunes artistes en Europe, les Métamorphoses. Est-ce que tu sens ton travail proche de certains des travaux d'autres artistes qui sont présentés dans l'exposition? Oui, je pense que vous allez aussi parler avec Jonathan Vinel. Et lui, je le rencontre plutôt dans les festivals, le monde du cinéma. Mais j'adore vraiment son cinéma, et de Caroline Poggi, qui la plupart du temps travaille avec lui. Le peintre en bas, j'ai adoré Georges. Georges Rouy. Ouais. C'est vraiment assez sophistiqué.
Il est au début de carrière, il a 24 ans, mais c'est des peintures très très belles. Et j'ai vraiment aimé l'expo ici. Et c'est pas toujours dans les expos collectives que ça se passe. Beaucoup de fois, ça arrive et tu sens que soit ton travail n'a pas un rapport avec les autres, ou soit juste que c'est pas ton goût, t'aimes pas, ça va pas. Et ici, vraiment, j'ai pas trop réfléchi ou trop théorisé pourquoi, mais je pense qu'il y a du très bon travail dans cette expo. Je suis heureux d'être là. Aujourd'hui, à l'échelle européenne ou internationale, quels sont les cinéastes ou les artistes de ta génération qui t'influencent ? Benjamin Crotty, c'est un peu... je triche en disant ça parce que c'est un très bon ami et j'ai travaillé avec lui dans le passé. Mais c'est un réalisateur, maintenant il est naturalisé en France. Et il est génial. Ses films, ils sont géniaux et j'adore. Au Portugal, il y a vraiment une vague de jeunes cinéastes. Et aussi la génération précédente à la mienne qui sont vraiment formidables et ils travaillent dans une manière complètement libre et assez rare dans le reste du monde. Je parle de Miguel Gomez ou Carlos Conceição, Diogo Costa Amarante, était très jeune, David Pinheiro Vicente. Il était à Berlin l'année dernière, il a, je pense, 23 ans ou quelque chose, et son cinéma est formidable. Et des artistes... Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui peuvent t'inspirer, comme la littérature ou la musique ? Oui, la littérature, mais tant la littérature comme la peinture que me vient direct à ma tête, je trouve plutôt aux États-Unis, mais c'est pas par hasard. Mais il y a des peintres comme Avery Singer qui a des liens peut-être avec Georges qu'on parlait, qui fait une peinture vraiment très très spéciale. Ou Tala Madani, c'est aussi une peintre incroyable. Et des auteurs comme Ottessa Moshfegh, que c'est un jeune talent américain. Et ses livres sont géniaux aussi. Ici, peut-être il y a une théoricienne que j'adore. Je ne sais pas si elle est irlandaise ou anglaise. Mais Angela Nagel, elle a écrit un livre qui s'appelle Kill All Normies. Que c'est une phrase qu'on utilise beaucoup, beaucoup utilisée sur l'internet par les trolls de 4chan ou Reddit, des groupes de incels qui veulent tuer les Stacy et les c'est Chad, les Stacy et Chad, ils veulent tuer. Et je dis en rigolant parce que c'est un langage assez ridicule, mais après c'est assez réel quand ça existe vraiment, des gens qui vont tuer les autres. Elle a écrit ce livre, elle parle comment est-ce que le discours transgressif a complètement basculé des années 60 d'un discours qui était utilisé comme une arme de gauche à un discours qui est militarisé par une droite radicale. Alors on a des auteurs comme Pasolini, Kenneth Anger, Godard qui utilisent la transgression, le choc pour scandaliser un pouvoir de droite plus institutionnalisé ou le regard bourgeois ou même. Et aujourd'hui on a un flip et tout d'un coup tu as toute une bande d'extrême droite qui utilise un langage de transgression, d'agression et de choc pour scandaliser une gauche qui est assez censuratrice. Et le langage de censure qui venait plutôt de la droite avant, du Reagan, des droits de la bonne famille, du anti-homosexualité aux États-Unis de l'époque de Reagan. Et maintenant, ça c'est à la gauche qui veut censurer et policer une utilisation de langage, que ça doit être un langage absolument correct, politiquement correct, etc. Et le livre de Nagel, elle explique comme... elle ne fait pas un jugement de valeur si c'est bien ou non. Et c'est vraiment, elle a mis en mots quelque chose que moi je me sentais assez, comment est-ce qu'on dit, inconfortable, parce que beaucoup de fois, mon travail, il travaille dans la transgression. Et tout d'un coup, je sentais que ce travail était, pour utiliser un mot un peu à l'amour, problématique. Et ce livre, il parle de ça, je pense, d'une manière très très intéressante. Alors si quelqu'un européen qui m'inspire beaucoup en littérature, c'est elle. Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touché ?
Je parle beaucoup de ce truc-là de Cannes après la première, quand Variety et Hollywood Reporter a dit bien du film. Et c'était une grande surprise de voir ces magazines un peu du industrie qui disaient bien de mon film. Mais je pense que les critiques qui me touchent les plus, c'est un peu toujours de ma mère, qui sont jamais positives. Peut-être c'est pour ça. Elles sont constructives pour toi? Je sais pas. Je dois faire la psychanalyse pour voir. Elle aime jamais tes films? Elle est toujours assez critique. Elle aime bien le film qui est ici dans cette expo. Gabriel, merci de t'être raconté et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Une brève histoire de Princesse X est à voir à la Fondation Cartier du 4 avril au 16 juin 2019 dans l'exposition Jeunes artistes en Europe, Les Métamorphoses. Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.